monsieur, bonjour. Bienvenue sur un nouvel épisode de Parlons de livres. Parlons de livres, je vous rappelle, destiné à promouvoir la lecture. Nous recevons des écrivains qui veulent bien partager leurs récits, leurs œuvres avec nous. C'est afin de vous les faire découvrir. Alors, aujourd'hui, nous avons un nouvel invité. Il s'agit de monsieur Moustapha Sibi, qui va donc nous éclairer sur son livre « L'enfant de Marena ». Bonjour, monsieur Moustapha Sibi. Bonjour, madame. Écoutez, nous sommes ravis de vous avoir sur Parlons de livres. Vous savez que ça fait quand même un moment, les rendez-vous ratés, reportés, tout ça. Donc, c'est, voilà. On a pu le faire aujourd'hui, c'est vraiment super. Nous sommes ravis de vous avoir. Alors, Monsieur Sibi, donc avant de parler de l'enfant de Marena, je vais, si vous le voulez bien, vous demander de rapidement vous présenter aux auditeurs qui nous regardent. D'accord. Je m'appelle Moustapha Sibi, je suis malien du sud, de la région de Kaï, la première région administrative du Mali, Kaï. Grandi à Bamako un peu, et puis en France, j'avais à peine 18 ans juste après le bac. De la France, je suis revenu après les études commerciales, je suis revenu au Mali, après parti en Chine populaire et à Hong Kong où j'ai résidé pendant 11 années durant. Après, je suis revenu sur le vieux continent, en France d'abord, après en Angleterre où j'ai passé 4 ans aussi. Donc c'est après ça que je suis revenu m'installer en Afrique, notamment au Sénégal, où aussi j'ai mes origines parce que ma mère était sénégalaise, une Sénégalaise. Voilà, c'est mon père qui était au Sénégal. Où la famille était installée, mais après, moi j'avais 5 ans à peine lorsque nous revenions vers le Mali. Voilà en gros un peu ce que je peux dire. Aujourd'hui, j'ai écrit ce livre-là, mais en même temps, je suis entrepreneur, chef d'entreprise ou opérateur économique, comme on dit. Voilà à peu près en gros ce que... Aussi un homme politique, parce que ce n'est pas forcément dans le sens pratique du terme, mais comme j'ai cheminé avec Ismaël Cissé, j'ai appris à ses côtés de militer voilà, pour son parti, et cela continue. Effectivement, on voit pas trop l'entrepreneur là-dedans, mais on voit plutôt un analyste politique. Voilà, c'est ça. On voit plutôt l'homme impliqué dans la politique. C'est super, écoutez, parce que moi, franchement, ça m'a vraiment informé. Ça m'a informé un petit peu sur tout ce qui est politique de la sous-région, notamment le Mali, le Sénégal. Vous parlez du Niger également. Bon, en gros, qu'est-ce que je retiens? Vous dénoncez plus ou moins l'abus de religiosité, vous parlez voilà, du système éducatif, on va dire corrompu, un thème qui m'a plus ou moins amusé, que j'ai trouvé très bien, des constitutions bâtardes, des constitutions nationales bâtardes, voilà. Une forte présence d'enfants d'à peine 10 ans dans les mosquées, tout ça, les coups d'État, voilà, coups d'État militaires. Vous nous parlez un petit peu de la situation du Mali, en commençant en 2012, et même bien avant. Et la révolte des Touaregs, où ça a mené. Là-dessus, vous allez nous éclairer parce que je me suis posé la question, le Mali est-il balkanisé depuis 2015? Bon, bref, en gros, c'est un peu de tout ça dont vous nous parlez et notamment de vous-même, de vos parents. Voilà, nous allons en parler. Alors, donc, en gros, avant de commencer à répondre à mes questions, si vous voulez faire un petit résumé aux auditeurs, leur dire un petit peu, en gros, l'idée, l'esprit du livre. Qu'est-ce qui vous a motivé à l'écrire? Très bien. Voilà, en fait, cela prouve que vous avez bien lu le livre. Vous avez résumé en quelques secondes l'essentiel même du livre, les sujets abordés, etc. Donc, c'est très bien. L'idée du livre, c'est d'abord politique. Et lorsque j'ai commencé à m'intéresser à Ismaël Cissé, il était ministre des Finances à l'époque, nous sommes en 1997. Comme j'ai toujours pris des notes dans ma vie, je suis quelqu'un qui écrit, un vieux étudiant, j'ai toujours écrit. J'ai des notes qui datent de 30 ans encore. J'ai fouillé dans mes paperasses, je vois toujours des notes avec l'histoire racontée. Donc, lorsque j'ai commencé à écrire sur Ismaël Cissé, c'est là que je me suis dit, tiens, si je pourrais écrire un jour un livre sur ce monsieur-là. Et c'est là que je l'ai approché, et voilà, étant un homme politique, jusqu'à la création de son parti en 2003.
Donc, nous avons cheminé ensemble. Mais essentiellement, c'est en 2013, lors de la campagne présidentielle, lorsque je suis revenu de la Chine pour participer activement dans cette campagne, c'est là que vraiment j'ai eu des idées, et surtout j'ai appris comment les partis fonctionnent, comment les élections coûtent aussi cher en Afrique. Et comment les gens et les autres en profitent. Une élection, ce n'est pas seulement pour faire élire quelqu'un, mais c'est une occasion rare pour certains pour se faire de l'argent. Voilà, donc voilà où est partie l'idée même d'écrire le livre, et j'ai même écrit beaucoup. C'est à l'arrivée qu'à un moment donné, j'ai commencé à agencer les textes. Ben, j'ai dit, je vais écrire un livre. J'en ai parlé au président Cissé, qui m'a dit, ah, moi j'aimerais aussi, vas-y, allez-y. Voilà en gros où est parti. Mais c'est vraiment essentiellement sur Soumbéra Cissé. Bon, étant, comme je disais tantôt, étant un opérateur économique, je ne suis pas stable. Si je ne suis pas en Chine, je suis en France ou en Angleterre. Et lui aussi, à l'époque, il était à Ouagadougou, à la tête de l'IMOA. Donc, l'État ne permet pas. Donc, lorsque je n'avais pas assez d'informations, parce qu'une biographie, on ne l'invente pas, ce n'est pas une fiction, il faut connaître la profondeur de l'histoire de la personne. Et voilà un peu, en gros, le livre a été réparti sur un certain nombre d'acteurs politiques maliens. Une partie me revenait aussi, voilà, etc. Donc, sinon, l'idée même, c'était écrire sur Soumbéra Cissé et sa vision, son programme économique dont j'ai participé très souvent à l'écriture. Donc, j'avais offert de ces éléments-là, je voulais mettre par écrit, mais j'étais obligé, comme je n'ai pas pu avoir le temps d'aller passer du temps avec lui, et là, d'où la narration est revenue comme ça. Et aussi, il faut dire aussi que le 2012 est passé par là. Ce qui s'est passé au nord du Mali, comme on le sait. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce n'est pas la balkanisation éventuelle du Mali, si on peut la qualifier ainsi, c'est antérieur à 2015. C'est d'ailleurs depuis 2012, en réalité, c'est depuis 2012. Depuis l'avènement de ce coup d'État maudit, et qu'on appelle le coup d'État le plus bête du monde, et en 2012 avec le capitaine Sanoro, c'est là qu'est parti notre malheur. Bon, naturellement, il y a la Libye aussi qui était à côté, on ne peut pas oublier. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Alors, le Mali quand même, le Mali est légendaire, hein? Un pays connu pour son prestigieux passé. On connaît les hommes forts du Mali, Sundiata Keïta et les autres. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant d'instabilité au Mali? Est-ce que vous pouvez, rapidement, pour des personnes qui ne savent pas ce qui se passe au Mali depuis en gros 2012 et même avant, en quelques mots, que pouvez-vous nous résumer sur l'instabilité qui accable le Mali depuis plusieurs années déjà? C'est vrai. Bon, c'est subjectif. Chacun peut aller de son analyse. C'est un peu. La situation est complexe. La détérioration, la difficulté est profonde sur le pays aujourd'hui. En réalité, la mauvaise gouvernance aussi qui fait partie de cela. Parce que le coup d'État dont je mentionnais tantôt, c'est vrai, c'était un acte bête. Mais par contre, il fallait dire que l'État était plus ou moins en défaillance. On ne s'assumait pas, l'État était même absent. C'est à l'époque où on laissait rentrer ceux qui partaient de la Libye, qui étaient là-bas, les Maliens ou originaires du Mali, qui étaient à la Libye. En revenant avec les armes, les munitions et bagages, on les faisait rentrer. Donc tout ceci faisait de la grogne au sein de l'armée. Voilà où est parti. Mais en gros, c'est toujours politique. Malheureusement pour nous au Mali, au niveau politique, nous ne sommes pas encore vraiment mieux lotis. Et en ce sens que par la suite même de ce coup d'État en 2013, on a élu quelqu'un, Ibeka, qui a pratiquement mis le pays à genoux. La mauvaise gouvernance, à ne pas finir, la corruption endémique, etc. Voilà. Et sinon aussi, je suis d'accord, le Mali c'est un grand pays, un vieux pays, une vieille nation. Et récemment, j'ai participé, j'étais l'invité d'un salon de livres à Bamako, même là-bas. Je me suis étonné qu'il n'y a même pas une émission digne de ce nom sur l'écriture, sur les livres. Au Mali, ça n'existe pas. Même s'il y en a, c'est des privés qui font ça un peu à la radio, aux radios ici et là. Mais la télévision nationale même, l'émission qui existe est inconnue du public. Il n'y a pas de communication autour de l'écriture. Or, ces pays-là, c'est ce que j'ai dit ce jour-là, j'ai dit, le pays d'Amadou Ampateba, c'est du Badian Kouyaté. Comment peut-on comprendre que dans ce pays-là, il n'y a rien pour le livre, il n'y a rien pour l'écriture? C'est pour cela que vous n'avez aucune idée la fierté que je prouve en vous écoutant, en insistant, la façon avec laquelle vous avez insisté pour que nous puissions parler de mon livre, où j'ai 10 000 km de Bamako, c'est extraordinaire. Donc, moi, je vous remercie. Mais ces pays-là, bon, on ne peut pas abandonner. On va pas... C'est pour cela que quelqu'un comme moi, je n'ai plus le choix, je ne peux pas rester en marche. Il faut qu'on s'implique.
Et maintenant, ces derniers temps, c'est mon message. Quand je vais au village, quand je vais dans les pays profonds, je dis aux gens, vous ne pouvez pas rester en marge tout en critiquant la pratique politique du pays et le politique, et vous ne faites rien, vous ne votez pas. Et vous ne critiquez pas. Tout ce qui s'est fait, c'est comme vous l'acceptez, vous êtes dans votre coin en pleurnichant seulement. Donc, ça, c'est la difficulté. Et espérons que les consciences s'éveillent. Maintenant, les gens commencent à s'intéresser. Et ça a changé, ça a bougé quand même. 2013 et aujourd'hui, je pense que les gens qui se sentent intéressés, qui interrogent la politique, la proportion est très importante par rapport il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Alors, pensez-vous, monsieur Sibi, que l'opération Serval, vous l'avez écrit, hein, je dis pensez-vous, mais en fait vous le dites, a été une épée Damoclès pour le Mali. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Parce que vous l'écrivez. Oui, le sujet m'intéresse. Je l'ai écrit, j'ai écrit encore, j'ai fait encore les liens entre la bonne initiative de l'intervention française, Serval, et ce qui s'est passé par la suite. À la fin de cette opération Serval, il faut dire que récemment j'ai écrit un papier au Sénégal, et je disais que la France, aujourd'hui, je ne suis pas de ceux qui critiquent la France en pensant que tout le malheur du Mali c'est la France. Je ne suis pas d'accord. C'est une distorsion de la vérité. Mais par contre, il n'empêche, en réponse, il y a eu des manquements au niveau de gouvernance française. Pas les Français, le gouvernement français. Par exemple, François Hollande, à la fin de l'opération Serval, qu'est-ce qui s'est passé? En ce moment précis, les mouvements sécessionnistes qui opéraient au nord du Mali, qu'on appelle MNLA, étaient complètement dissous. Et les gens, il y en a qui se trouvaient à Ouagadougou, ici au Burkina, où je me trouve actuellement, certains en Mauritanie, même en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé? La France était à la base. Je ne vais pas aller dire clairement que c'est la France qui a reconstitué ce mouvement-là en amenant les gens et les autres, comme cela est revendiqué ou même affirmé publiquement au Mali. Mais je pense que la France est pour quelque chose, pour que ce groupe soit ressuscité et se retrouver et commencer à continuer à combattre. Selon certains, la France aurait réagi ainsi pour trouver un interlocuteur pour ce mouvement au niveau du gouvernement central de Bamako. Ça, c'était l'erreur fatale. Parce que, et ça a permis les uns et les autres de se réorganiser en continuant à attaquer le pays. Et du coup, ils sont fait incrustés par les djihadistes qu'on appelle l'État islamique. Donc, c'est pour dire qu'au Mali, aujourd'hui, le ressentiment vis-à-vis de la politique française est parti à la base de cela. L'opération Serval était salutaire. C'est pas vrai que ce mouvement montait, descendait sur Bamako et que Mali, on aura fini. C'est faux. Mali ne finira pas. C'est un vieux pays et le Mali est plus nationaliste qu'on le pense. À un certain niveau, on finira tout par s'arrêter et dire que non, suffit, c'est trop, c'est trop. Mais il n'empêche que l'intervention était salutaire et la suite a été catastrophique. La suite a été catastrophique et ça a régénéré encore ces mouvements, les velléités sécessionnistes et aussi les djihadistes sont incrustés dans ces mouvements-là. Du coup, on a égorgé des militaires Mali. On n'en parlait pas ou on en parlait peu. Voilà un peu en gros ce que je reprocherais, moi, la lecture que j'ai faite par rapport au Serval et la suite, ce qui a été fait par la France. Ils sont venus de bonne foi. On leur a demandé, certes, ce qui a été fait était bien. La suite, c'est de leur faute. Et Barkhane, on n'en parle même pas. Ils étaient dans le pays en faisant ce qu'ils veulent, ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient. C'est à peine si un Malien avait le droit de partir d'une place A à B sans demander l'autorisation de la Barkhane. C'était compliqué. On l'a vécu, c'est là, de l'intérieur. Mais de l'extérieur, vous ne savez pas, vous pensez que l'Occident, la France notamment, a envoyé 5000 hommes au Mali. Mais c'était invivable. Et les terroristes continuent à exister, même à être beaucoup plus violents en leur présence. Et ça, nous ne comprenions pas. D'où ce qui s'est passé la suite. Ma prochaine question est celle-ci. C'est une question, c'est aussi une réflexion après vous avoir lu. Y a-t-il une absence de culture identitaire au Mali? Si oui, est-ce qu'elle est la cause de la perte du Mali? Est-ce que la revendication des Touaregs était légitime? Parce que quand même tout part de là, vous savez, Touareg, revendication, les djihadistes sont arrivés, voilà. Absolument. Non, pour la première question, l'identité malienne, est-ce que c'est en perte de vitesse? Non, je ne le crois pas.
comme je disais, je viens de le dire il y a quelques minutes, je dis les Maliens et ce qui est le plus nationaliste en réalité. Les Maliens, c'est quelqu'un de fier. Et vous regardez l'immigration dont j'ai vu un migrant moi-même. Regardez, c'est les Maliens qui reviennent à la maison plus que tout autre ressortissant de l'Afrique. Le Malien revient toujours. Le plus grand voyageur malien, ça vient de mon ethnie, le Soninké. Même les cadavres, même mon corps, la mort m'arriverait en France, je serais enterré dans mon village. Donc c'est pour dire que les Maliens attachent. J'espère que j'aurai le dicton. Hein. C'est un écrivain français qui disait que la France, c'est un paradis sur terre peuplé par des gens qui se croient à l'enfer. Donc je pensais que le Mali c'est le contraire. On serait à l'enfer, on se croit au paradis, on aime ces pays-là. Le Mali est vraiment nationaliste. Le problème n'est pas là-bas. Maintenant, la deuxième question, c'était quoi encore? Non, la deuxième question, c'est le Touareg. En fait, vous avez posé la question à la bonne personne parce que je suis du Sud. Quand je dis Sud, je suis du Sud-Est. Je suis à la frontière de la Mauritanie. Kaï, c'est vraiment vers le Sénégal, vers la Mauritanie. Ceux qui ignorent l'histoire du Mali, en pensant que l'État central du Bamako a ignoré des années durant, des décennies durant, la partie nord du Mali. C'est une histoire. C'est l'État qui a failli au Mali. Ce n'est pas du nord ou du sud. J'ai écrit dans le livre. Chez moi, l'État n'existait pas. On ne connaissait pas. La notion même de l'État n'avait pas de sens chez nous. Quand il s'agit de l'État, c'est quoi? C'est seulement lorsqu'ils viennent pour percevoir les taxes sur les animaux, sur les paysans pauvres, les paysans qui peinent à trouver à manger. L'État vient chaque année une période donnée pour demander à payer ou même à défaut d'être embarqué au Mali militaire. Donc, l'absence du développement au nord n'est pas forcément liée à la distance ou géographique ou même à l'ethnie minoritaire qui composait les habitants du nord. Vous comprenez cela? Seulement au Mali, l'État a été défaillant. C'est aussi simple que ça. C'est un des pays les plus pauvres, ce n'est pas tout. C'est la corruption, c'est l'un des pays les plus corrompus au monde en réalité. On peut en parler des heures durant, je peux vous expliquer le poste de corruption qui existe, qui gangrène dans la société, l'administration malienne. On n'a pas fait de jusqu'à demain, on serait encore là. Donc, la difficulté du pays, ce n'est pas seulement que le pays était pauvre, parce que des ressources naturelles, les sous-sols maliens, on le sait depuis longtemps. Ça ne doit pas être un pays aussi pauvre que cela, mais c'est la corruption, la mauvaise gouvernance. Donc, le Nord, ce n'est pas. La revendication aussi, c'est légitime, on peut dire ainsi, c'est légitime. C'est légitime, en ce sens que ce n'est pas récent, ce n'est pas anachronique. C'est depuis l'indépendance, c'est depuis même la création du Mali, cette partie du Mali, il y a une partie de ces populations qui se disent que non, ils ne peuvent pas se rattacher au Mali. Donc c'est pour dire que la France, à cette époque-là, n'a pas jugé, n'a pas objecté le fait que tous ces grands ensembles du Mali qui comprend, qui fait 1 400 000 km², et le pays a été constitué, le Mali est né ainsi. Mais cette partie, on a toujours continué à revendiquer. Donc je ne fais pas dire que ce n'est pas légitime. Mais il n'empêche, il appartient au Mali aussi, l'État malien, de voir comment faire. Cette partie est riche, comment générer et avoir les investissements pour aider cette partie aussi à se développer. La différence entre le sud et le nord, chez nous, nous partons. Nous, les Soniqués, nous partons. Vous venez dans un village, une petite ville de 20 000 habitants, vous avez à peine 3 000 personnes. Ils sont où les Russes? S'ils ne sont pas en Côte d'Ivoire, ils sont à Bamako ou même en Europe. Nous sommes partout. Et où nous sommes partout, on renvoie l'argent. L'argent est retourné. La famille est prise en charge par ceux qui sont à l'extérieur. Et cela continue. Vous avez des Maliens, j'ai même un jeune frère à New York là-bas, qui fait ce qu'il fait aussi pour la famille rester au pays. Donc le Nord n'a pas cette culture-là de sédentaires. Et c'est les sédentaires, eux, contrairement à nous, on bouge, on va partout. C'est la seule différence. Sinon, on est aussi délaissés. L'État n'a jamais rien fait sur moi. C'est une réalité. L'État n'a jamais rien fait à Kaï. Il n'y a même pas un bâtiment administratif digne de ce nom. La ville qui était la première région du pays au Mali. Il n'y a aucun bâtiment digne de ce nom administratif à Kaï là-bas. Tout ce que vous voyez, c'est des privés, ceux qui sont à l'extérieur. Y compris les hôpitaux. Je l'ai un peu décrit dans les livres. Exact. Voilà un bon côté des problèmes. Exact. D'ailleurs, on en vient. Vous dites que Marina est le village le plus français du monde. Ouais. C'est vrai. C'est une ville maintenant. On a 27 000 habitants. C'est même une ville. Ah oui, le village le plus français, voilà, de l'Afrique de l'Ouest. Expliquez-nous pourquoi. Je suis en train de terminer l'écriture de mon deuxième livre dans lequel j'ai relaté encore, j'ai développé un peu comme la question que vous avez posée. Par rapport à ce chapitre-là, pourquoi je disais que Marina est la ville ou le village le plus français de l'Afrique.
francophone. Parce que moi, qui a mes 50 années révolues, lorsque, depuis petit garçon, je le constatais, comme je disais que j'ai toujours écrit, j'ai toujours noté, avant de savoir bien écrire, j'ai noté déjà. En Marina, je suis arrivé à la conclusion que 90% des foyers, des familles vivent grâce à les envois de la France. Nos parents qui sont les égoutiers à Paris dans les froids, là, c'est eux qui travaillent en bas l'argent, le condiment, tout vient de la France, dans mon village. C'est pour cela que je disais que quand vous disiez en France, vous dites que la France est le pays qui incarne le diable dans mon village, on vous traitera d'un fou, ça ne marchera pas. Et c'est depuis 50 ans maintenant. C'est depuis 50 ans maintenant. C'est très récent lorsque d'autres ressortissants vont en Afrique centrale, au Congo, les deux Congos, au Kenya, qui prospèrent dans le commerce, dans le port, un peu les transitaires, etc. Sinon, avant, c'est la France qui a nourri cette partie du Mali. Tout le monde partait en France. Dans une famille, c'est rare que vous ne trouverez pas quelqu'un qui allait en France. Et si vous n'en avez pas, quelqu'un va vous aider à envoyer votre enfant. Ça a tout été comme ça. Donc, récemment, dans les textes qui sont en cours, là, je disais que celui qui va aller chez moi pour demander qu'on manifeste pour la présence française au Mali, vous vous trompez. Vous n'aurez pas l'interlocuteur, on va vous traiter de fou. Si on ne vous sache pas. Voilà un peu l'histoire liée, quel que soit, on peut dire de la France, l'ancien bourreau, l'ancien colonisateur. C'est moi quand même, grâce aux travailleurs de chez moi, vivant en France, qui travaillent, ils ont permis la subsistance des ressortissants de notre village depuis plus de 50 ans maintenant. Je suis né là-dedans depuis les 50 ans, 53 ans aujourd'hui. C'est pour dire que voilà, c'est une histoire qui continue. Chez nous, on ne peut pas parler mal de la France. Ouais, il faut lire et que vous consacrez quand même un bon chapitre à ça, à tout ce que les enfants, enfin les ressortissants du village de Morena qui sont en France font pour développer ce village. Les écoles, les hôpitaux, l'électricité, le château d'eau. Ah oui, c'est vraiment... C'est vrai. Ah oui. Et ça continue. Et ça continue. Par exemple, en 1985, le premier dispensaire qui a été construit a été cassé. On a cassé, reconstruit. Maintenant, c'est pratiquement... On fait des opérations sur place. Les femmes sont accouchées par césarienne sur place. Et je parlais de Château d'eau. Château d'eau, ça fait plus de 20 ans maintenant dans mon village. Dans ma cour à la maison, je me lave dans la salle de bain. C'est pour dire que tout ceci, c'est grâce quand même à ceux qui sont en France. J'ai commencé là-bas moi-même. J'ai commencé, j'avais 3 grands frères ou 4 grands frères qui étaient avant moi là-bas. Et il y a encore des petits frères qui sont là-bas. Donc, le développement, ça continue. Et maintenant, c'est les routes, c'est les ponts. Et depuis l'avènement aussi de la démocratie un peu au Mali, avec les élections communales, municipales, maintenant nous avons une mairie. Et le Marna, c'est une commune rurale, le chef lié, hein, qui représente 9 dizaines de villages, qui va dans les 30 à 35 000 habitants, l'ensemble de cette communauté. Et dans cette zone-là, maintenant, on construit des hôpitaux un peu partout, des coopératives et aussi des routes. Et on est enclavé, hein, c'est une zone enclavée, mais maintenant on fait des ponts ici et là. On entend vraiment, le développement ça continue et encore tout le truc en grande partie c'est vers la France où les ONG françaises qui aident à travers nos parents qui sont sur place là-bas. Leur propre association, lorsqu'une association finance 30% un projet, le 115% est financé par d'autres ONG sur place. Eh bien, dis donc, ils font un travail magnifique, hein? C'est super. D'où le titre, on sent vous êtes fier d'être l'enfant de Marena. C'est ça, hein? Absolument, absolument. D'où le titre, ben, c'est magnifique, c'est magnifique. Absolument. Ah là là. Alors maintenant des anecdotes un petit peu sur vous-même. Vous êtes un enfant de jumeaux. Donc votre papa était jumeau, faux jumeau, et votre maman jumelle. Ouais, une belle histoire que je suis fier de raconter tous les jours. Je crois que c'est pas plus tard qu'hier. J'en parlais à quelqu'un. Je disais que les jumeaux, ce sont mes marabouts. Les jumeaux ou jumelles. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'une croyance, pas modérée, ce n'est pas le bon mot. En tout cas, je relativise. Je suis musulman, et pour autant. Mais je disais que moi, je n'ai pas de marabouts. Je n'ai jamais connu un marabout. Mais mes marabouts, ce sont soit les jumelles ou les jumeaux. Où que je sois, lorsqu'il y a un jumeau ou une jumelle en face, si il y a quelque chose, je donne. Ça, c'est ma manière de faire ma charité. Et d'amabiller un peu mes marabouts. Et ça, c'est quelque chose que c'est ma vie. Hein. Et l'histoire aussi, je peux raconter cela, ça n'a rien de triste. Tous mes frères et sœurs
personne n'a eu de jumeaux. Mes grandes sœurs, personne n'a eu de jumeaux. Seulement les derniers de mes parents, les derniers enfants de mes parents. Le dernier enfant de mes parents, sa femme a accouché 3 jours plus tard, ma mère est décédée. Wow. De jumeaux. Un garçon et une fille. Je disais à la maman de ces jumeaux-là que tes enfants ont mangé ma mère. C'est ce que je racontais. Donc, c'est les derniers de mes parents qui a eu des jumeaux et en couple, Adama et Ousseinou. Mon père était Al-Hussein et ma mère était Adama. Donc, ces enfants-là, on les a nommés Al-Hussein et Adama. Mais ma mère, 3 jours après leur naissance, ma mère est décédée. Wow. Donc, dans la famille, c'est le seul et le dernier, sinon aucun de nous n'a eu de jumeaux. Ni moi, ni mes grandes sœurs, ni mes grands frères. Ah oui, c'est vraiment, je me suis dit, je lui vois, le papa jumeau, la maman jumelle, vos 2 parents. Oui. Oh là là. C'est vrai. On aurait espéré avoir autour de nous, mais non, il n'en est rien. Vraiment super. Alors, vraiment, le livre est tellement complexe, vous parlez vraiment de sujets divers, diversifiés, qu'on ne peut pas parler de tout, mais quand même, alors, vous parlez des fous d'Allah. Alors, du coup, je vous demande, religion et politique, est-ce que ça va ensemble? Non, ça ne marche pas. Où il y a la politique, si on parle de religion, il n'y a pas plus pire. La religion n'est pas sa place dans la politique. Je crois que tout État doit s'assumer. Parce qu'il n'y a pas un pays, Mali n'est pas un pays musulman, par exemple, on peut en parler à l'occurrence. C'est un pays laïque. Il y a des catholiques, il y a des chrétiens. Donc ce n'est pas parce que nous sommes majoritaires que les pays nous appartiennent. Donc l'État doit s'assumer par rapport à cela. J'ai toujours dit que le religieux, c'est nos référentiels sociétal, les garants moraux, les garants moraux de nos difficultés éventuelles. On peut le faire intervenir lorsqu'il y a mésentente ou l'incompréhension. Mais de là à les consulter pour une loi, c'est pour ça que j'ai traité Imam Diko quel est le nom même que je l'ai qualifié. En fait, tout compte fait, je ne suis pas un fan. Je ne suis pas un fan d'Imam Diko. Je préfère plutôt l'approche un peu de l'autre imam aussi célèbre. Ils ne sont pas trop tous aussi bons que cela, mais au moins certains sont plus neutres. Ils sont plus compréhensifs, ils sont plus laïcs que les autres. Imam Haïdara, lui, j'aime bien son approche, il n'est pas trop exigeant, il relativise un peu. Et quelqu'un comme lui, on a besoin de lui dans la société. Mais ceux qui sont trop radicaux là, moi je serais politique, non, je ne composerai pas avec eux. Et je ne dis pas qu'ils n'ont pas leur mot à dire dans la société, mais pas dans la gouvernance. L'État doit s'assumer. La politique et la religion, ce n'est pas des amis, hein, ça ne doit pas marcher ensemble. Chacun a un rôle à jouer, chacun doit connaître sa place. Voilà un peu en gros ce que je peux dire par rapport à ça. D'accord. Alors vous trouvez que le degré de religiosité est plus modéré au Sénégal par rapport au Mali? Bon, je n'ai pas bien compris de mes lecteurs ou d'un critique. Un jour, j'ai fait une émission à la télévision nationale sénégalaise. Et le Sénégalais qui est en face de moi, il a pris ombrage le fait que je disais qu'au Sénégal, le mouride était tel que ont tellement régulé la société sénégalaise. Un wahhabiste et un djihadiste ne peut pas venir au Sénégal pour se faire des adeptes. C'est pour dire que le Sénégal est plus ou moins moderne ou avancé en religion, a une certaine autonomie de compréhension de la chose par rapport au Mali, où facilement on peut se faire des adeptes prêts à aller mourir au nom de Allah, dont j'ai parlé de fous de Allah. Cela n'a pas été compris. La personne en face de moi m'a sévèrement critiqué. Je ne me suis pas laissé faire. Vous voyez. Mais c'est pour dire que vous avez tout à fait raison. C'est ce que j'essaie de signaler, relater dans le livre. Au Mali, on est très fragile, très vulnérable comparé aux Sénégalais. Les Sénégalais, ils sont très organisés. C'est une société en termes de religion très mûre. Et encore que les gens maîtrisent. Vous avez des cadres, les politiciens qui maîtrisent le Coran plus que ce n'est pas possible. Ce n'est pas le cas au Mali, on a nos marabouts. Est-ce que les gens même ont le niveau nécessaire? Je ne saurais le dire, parce que puisque moi-même je n'ai pas un grand niveau sur le Coran. Mais par contre au Sénégal, c'est extraordinaire, vous voyez les grands hommes politiques qui maîtrisent le Coran. C'est pour dire qu'ils sont plus ou moins mieux préparés que nous au Mali. Et au Mali, regardez ce qui se passe. Je l'ai même écrit dans le livre. J'ai dit les Sahara qui au Mali seraient au Sénégal, ce que nous vivions ou nous vivons encore aujourd'hui ne se produirait pas. J'ai dit cela. Mais malgré ça, les hommes qui étaient grands adeptes de Marem, ne m'ont pas laissé faire sur la télévision. Mais en fait, il a essayé de faire ma tête, mais je ne me suis pas laissé faire. Voilà. Ah là là. Ben écoutez, on va parler un petit peu, on va faire un petit tour aux États-Unis.
Vous avez parlé de ce que Chris Rock. Chris Rock, c'est un humoriste, un comédien américain, un noir américain. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit parce qu'il dit, vous le dites, il le dit ironiquement, que si les pauvres, si les pauvres savaient réellement à quel point les riches sont riches, ils descendraient dans toutes les rues des États-Unis pour mettre le feu partout. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit? Pourquoi? Non, c'est ce qu'il a laissé entendre. C'est ce que, en fait, il ne s'est pas exprimé en substance, en ce sens, mais c'est ce qu'il a dit, ça veut dire ça. J'ai dit non, le contraire est vrai. Moi, je défendrais le contraire. En réalité, la difficulté des uns et des autres pour maintenir sa position, les riches ou les pauvres, la difficulté c'est quoi? Aujourd'hui, les pauvres, au moins, on a accès à l'éducation. On connaît que je peux m'instruire. L'éducation n'appartient pas à une catégorie de race sur Terre aujourd'hui. Un enfant noir comme moi, je ne connais pas tout, mais je suis m'instruire et voyager, apprendre beaucoup de choses à travers cette possibilité de communication. Donc, ce n'est pas tout. À la base, plutôt chez nous, en ce qui nous concerne le Mali, pourquoi les terroristes prospèrent, c'est par rapport à la pauvreté peut-être, ou l'absence même de l'éducation, ou le niveau bas de l'éducation. Sinon, nous aussi, on a accès à l'Internet, on sait ce qui se passe ailleurs. Le problème n'est pas là-bas. C'est l'éducation, c'est la gouvernance, etc. Moi, j'aime bien Steve Harvey, que j'ai cité aussi dans le livre, qui disait que lorsque vous sortez avec 5 amis losers, vous serez le 6e. Vous êtes le 6e, c'est ça. En réalité, ce qui est ironique, je suis jamais allé aux États-Unis. Et je ne sais pas si c'est psychologique. Je pense que c'est un peu trop violent à mon goût. Mais culturellement, c'est un pays qui me fascine. J'en connais plus aux États-Unis que la France. Il y a peu de choses qui m'échappent. Mais y compris en politique, depuis. J'ai lu de l'histoire, pas mal de choses sur les politiciens américains, et aussi les acteurs qui aiment le cinéma. J'ai pas écrit un livre sur le film. Oui, Steve Harvey. Je suis jamais allé. Mais je regarde tous les jours ce qui se passe aux États-Unis, les informations, tous les jours que j'ai fait, depuis, bien avant l'avènement depuis que Obama était plutôt à l'Illinois, c'est pas quand il est devenu président. Moi, je savais ce qu'il faisait. Quand il était sénateur. Depuis qu'il était sénateur, non, il a concouru d'abord au Sénat local, pas au niveau national, au Congrès local. Il a perdu la première élection. Je suivais tout ça de près. Donc, j'aime bien ces pays, même si jamais allé. Donc, je suivais un peu, je suis fier des Noirs américains. Et ce qu'ils ont fait pour les Noirs, ils continuent de le faire. D'ailleurs, même le prochain livre que je suis en train d'écrire, j'ai aussi relaté un peu le fait que dans ces pays, États-Unis, on voit les droits civiques, les leaders de droits civiques, qui vantaient les mérites de commerce interracial. C'est-à-dire que nous commerçons entre nous. Or, l'Africain est à l'aise lorsqu'il commerce avec les Chinois ou Américains. L'Africain n'aime pas commercer avec eux. C'est pour dire que nous regardons les États-Unis avec beaucoup de fierté en observant tout ce qui se passe là-bas, ça me touche personnellement. Ça, je peux vous dire. Oui, vous prenez bien l'exemple de Steve Harvey, parce qu'effectivement, il est espèce de coach, vraiment, il booste, c'est ça. Vous avez bien dit, il dit, si vous avez 6 losers, et que vous décidez d'être leur ami, vous seriez le 7e loser. Voilà, c'est marrant. Ouais, il le dit bien, effectivement. Si vous avez 6 amis qui sont des gagnants, de winners, de leaders, vous devenez aussi leader. Exact. D'accord. Mais écoutez, on va conclure. Vraiment, j'incite, mesdames et messieurs, lisez ce livre. Vraiment très, très instructif. Pour parler du Mali, pensez-vous... Vous voyez ce qui se passe, le gouvernement actuel, les mesures qu'ils essaient de prendre, voilà, avec toutes les pressions qu'ils ont. D'ailleurs, c'est ce qui arrive au Niger maintenant. Au Mali, pensez-vous que, avec la diversité des langues, vous savez que le Mali a décidé de prioriser, valoriser justement les différentes langues maliennes. Pensez-vous qu'il y aura une capacité à afficher un idéal commun en prônant toutes ces langues diverses? Vous avez vraiment lu le livre parce que c'est un point que j'ai abordé un peu. Je ne suis pas allé en profondeur, mais au moins on sait où je me situe par rapport à la question. Parce que j'ai critiqué ces gauchistes qui viennent chez nous pour valoriser nos langues nationales, locales, alors que ces jeux là-bas, les Bretons, on n'en parle plus breton. L'Auvergnat, on n'en parle plus, tout le monde est français. La communication dans une seule langue ou dans un nombre limité de langues, ça facilite l'intégration.
Je parle couramment Bambara, je suis soninké. Aujourd'hui, au Mali, si on décrète que tout le monde parle Bambara, je suis prêt à abandonner mon soninké. Non pas parce que je n'aime pas le soninké, mais je miserais plutôt pour la cohésion sociale, pour l'entente sociale, pour la coexistence d'un peuple, devenir une nation. Et nous, avec 30, 40 langues, c'est difficile à cohabiter. Et chez nous, d'ailleurs, d'autres ethnies pensent qu'il est supérieur à l'autre. Tout ceci est parce qu'on parle différentes langues. Mais si on parle la même langue, là, souvent, ça facilite la cohésion. Et aussi, en termes de vision, vous disiez, c'est vrai, on m'a posé la question un jour, parce que le livre a été écrit de son vivant, mon mentor, Soumaïla Cissé. J'ai écrit des choses essentielles, extraordinaires. Et quelqu'un m'a même demandé, c'est comme si je ne le voyais pas venir jusqu'à où il est, à la présidence, comme si je voyais que, voilà, j'ai dit non, je n'ai jamais pensé à ça, je ne pouvais pas penser à ça, mais il n'était pas éternel. Donc ça veut dire que moi j'ai parlé dans le livre à la jeunesse que dans la politique, voilà comment nous devrons opérer, voilà comment on peut s'y attendre. On n'attend pas la reconnaissance de son supérieur ou même de son patron en politique. Maintenant, il faut espérer que demain, où il aurait échoué, ou même manqué, vous pouvez aller au-delà de cela. C'est en gros, en substance, ce que j'ai expliqué un peu, en développant un peu la situation. Mais il a lu le livre lui-même. Donc, les journalistes m'ont posé la question. J'ai dit non, je ne savais pas, je ne peux pas savoir, je ne peux pas imaginer à cela. Mais seulement, c'est pour dire aux jeunes, voilà comment vous partez en politique. Vous ne venez pas en politique pour être le copain de votre chef, ou même qui reconnaisse vos valeurs, votre capacité à sa juste valeur. La question n'est pas là-bas. Faites ce que vous allez faire. Les politiques consument les collaborateurs, mais votre tour pourrait venir. Et moi, je n'étais pas connu publiquement au Mali, mais malheureusement, depuis son décès, j'étais obligé de parler pour me battre pour que son parti subsiste. J'ai plus ou moins échoué un peu parce que le parti a été scindé. Un nouveau parti a été créé récemment, mais je reste dans l'ancien URD créé par Soumaïla Cissé. Et ceux qui sont de l'autre côté, ce sont mes amis. Maintenant, pour revenir à la langue, là, je disais, les Français, il y a jusqu'à présent, on finance jusqu'à présent certains groupes ethniques pour, n'est-ce pas, sauvegarder et pérenniser les langues locales. C'est un piège à éviter. Je pense que nous gagnerons beaucoup. Regardez le Sénégal. Le Sénégal a cet avantage par rapport aux autres pays. Le Wolof, là, tout le monde parle Wolof. Moi, ma mère était de Casamance. Quand j'étais petit, en Casamance, je me souviens de cela, on ne parle pas Wolof dans les familles. Ils ne veulent pas que tu parles Wolof dans le sud, au Sénégal. Mais aujourd'hui, tu parles à ton enfant au sud, en langue locale, en Diola ou bien en Socé, il te parle en Wolof. Regardez quelqu'un comme Ousmane Sonko. Ça peine s'il parle Diola, il parle que Wolof. Alors vous pensez qu'il est du sud, c'est un Diola. Non, il ne parle même pas Diola. Guy Marius Sagna, le député là, qui est de la Casamance aussi, il ne parle pas Diola, il parle tous Wolof. Donc, le Sénégal est encore en avance par rapport à ce point précis. Il y a d'autres points encore qui sont en avance par rapport à nous. Hein. Donc, il faut favoriser. Je suis pour qu'on favorise une langue telle que le Bambara aujourd'hui, qui est pratiquement la plus parlée chez nous. Et là, je crois que c'est une bonne voie, au lieu de vouloir mettre toutes les langues là qui créent les différences entre nous. Oui. Merci, belle explication, effectivement. Ben écoutez, on va conclure. Hein. Il y a le nouveau gouvernement malien, il est encore comme un gouvernement de transition. On sait à quel point le peuple malien est un peuple aguerri. Parce que vous parlez, hein, c'est un peuple qui a déjà tabassé un président de la République, un peuple qui a lynché un premier ministre. Hein? Je l'ai dit. Oui, vous parlez de tout ça. C'est vrai, il y a pire que ça. J'ai parlé d'un décès tragique d'un ministre en 91. Hein, je crois que c'était le ministre de l'Éducation. C'est dans les livres. C'est ça. Dans les conditions atroces dont je ne voulais même pas y revenir. Donc, le gouvernement actuel, je suis quelqu'un qui est connu pour avoir le courage de ses opinions. Donc, la transition, nous sommes obligés de les soutenir. Oui. Et la France nous a tellement malmenés, nous a tellement manqué de respect, et on est obligé d'être solidaires. Après tout, nous sommes un pays. Bon, une fois que j'ai dit cela, nous voulons que cette transition soit plus courte possible. On ne veut pas que ça pérennise. On est plus ou moins inquiet. Bon, on ne va pas épiloguer, spéculer, puisqu'ils n'ont pas encore dit qu'ils ne vont pas organiser les élections, mais je prie vraiment le Tout-Puissant qu'ils quittent dès que possible, qu'on puisse revenir à l'ordre national. Normalement, moi, je dis souvent que désormais, la jurisprudence serait que le Mali ne sera plus gouverné par les politiques seuls. Il faudrait une place prépondérante pour l'armée. Le pays aussi grand que le Mali, on ne peut pas ne pas avoir une armée. Or, l'avènement de la démocratie au Mali a consisté d'abord à casser l'armée. C'est un fait. Ceux qui disent ça aujourd'hui, ce n'est pas seulement les populistes ou
voilà, qui se font passer comme... c'est une réalité. On a cassé, on a minimisé l'armée. Quand on a signé le premier accord avec les éléments du Nord, on a brûlé tous les armements. Toutes les, comment on les appelle là, les Kalachnikov, tout ça là. On a vu, les images existent encore sur les YouTube. Hein. On a tout brûlé. On a tout brûlé. C'est ce qu'on a vu. Mais en réalité, on a vendu les hélicoptères, les avions de combat. On a tout vendu. Ça, c'était une erreur. C'est pour dire que désormais, nous devons composer avec les militaires. Mais il y a des départements clés qui leur reviennent de droit. Donc ils peuvent exceller, mais ils ne peuvent pas sortir le Mali de la difficulté. Hein. Et aujourd'hui, c'est très très difficile. C'est un opérateur économique qui le dit, hein. Je sais de quoi je parle. On est presque asphyxié. Le pays, économiquement, aujourd'hui, c'est un miracle même que nous sommes en train de continuer à s'en sortir. On est impatient de voir cette transition terminée. Et il y a des actes posés que nous sommes obligés de continuer avec eux. Ils ont posé des actes qu'on ne peut pas. Aucun politicien pourra éventuellement venir au Mali au pouvoir dire que non, ils ont fait ça, je ne ferai plus ça. Non, non. Vous serez balayé par la rue encore. Parce que les actes posés, certains doivent être poursuivis et pérennisés. Voilà. Maintenant, je prie Dieu qu'ils quittent. Je disais aussi un jour lors d'une émission au Mali, à la télévision, que ces 5 colonels que nous avons là, les jeunes gens là, s'ils quittent le pouvoir, comme convenu en février 2024, leur histoire sera enseignée dans nos écoles, dans nos universités. Ça serait bien. Nous allons écrire le livre sur leur histoire. Ils seront identifiés comme nos héros, parce qu'ils n'ont pas fait que mauvais. Un coup d'État est toujours mauvais pour un pays aussi pauvre que le Mali. Mais depuis leur arrivée aux affaires, les actes posés, ça a éveillé le patriotisme aux Maliens, ça a poussé l'adversaire ou comment je vais qualifier les Français, les amis d'autres pays à la faute, qui nous a éveillés, qui nous a fait prendre conscience qu'en réalité, le pays n'a que d'intérêt, il n'y a pas d'amitié. Donc nous sommes obligés de s'assumer, voir ce qui est bon pour nous, qui est bon pour nous. Et là, nous sommes dans l'obligation de choisir c'est avec qui coopérer, collaborer, sans solliciter l'avis de qui que ce soit. Ce type de pratique, cette attitude-là va continuer. N'importe qui viendra aux affaires demain, aussi politique qu'il soit-il, va œuvrer dans ce sens. Donc, c'est pour dire qu'ils quittent le pouvoir par la grande porte. Et ils n'iront pas aussi loin que cela, puisqu'ils seront là dans la gouvernance. La gestion du pays, ça ne pourra plus se faire sans l'armée. Mali ne peut pas être géré sans l'armée. On le sait maintenant, on a constaté. C'était une erreur. Mais pour autant, il faut des techniciens, il faut des économistes, il faut des administrateurs, il faut des docteurs pour diriger le Mali. C'est l'un des pays les plus pauvres. On est encore à faire, beaucoup à faire. Pour cela, on a besoin des équipes techniques capables de donner le développement, susciter vraiment l'envie d'avancer. Sinon, on est vraiment encore loin du compte. Pays le plus pauvre, mais avec un sous-sol qui regorge de richesses. N'est-ce pas ironique? N'est-ce pas ironique? C'est pour cela que je disais que la pauvreté du Mali est liée à la mauvaise gouvernance. C'est un peu comme la Guinée aussi. Ces pays-là ne sont pas pauvres en réalité. Mais il se passe quelque chose. Quand je disais opérateur économique, j'essaie de quoi dire. La conscience, les Maliens sont en train de prendre conscience de notre potentialité. Je crois que beaucoup ignoraient. Les Maliens sont en train de prendre notre grande potentialité. Et même récemment, il y a des lois qui sont passées à la CNT, l'Assemblée nationale, qui vont en ce sens, notre sous-sol, etc., etc. Je pense que c'est le bon moment. C'est le bon moment. Je pense que dans les années à venir, on dira que c'est parti à partir de cette année-là. C'est en ce moment-là que le Mali a commencé à comprendre qu'ils peuvent s'en sortir, on peut se développer, ce n'est pas une fatalité de sous-développement. Et je suis confiant. C'est pour dire, en termes simples, je suis confiant désormais. En tout cas, vraiment, on les suit tous. Hein. Bonne chance à eux. Hein. Nous sommes tous derrière eux. Le Mali avec l'or, le Niger avec l'uranium. Ouais. Nous sommes derrière eux, en tout cas. Les Maliens regardent, les sous-sols maliens regardent. L'uranium aussi. Nous en avons. Ça existe au Mali. La difficulté du Mali, je l'ai écrit aussi dans les livres. Dans les années, juste après l'indépendance, pendant que la France recevait les étudiants ivoiriens, sénégalais, le Mali a opté pour l'union l'ex-URSS. Oui. Et c'est là on a empathie de cette relation-là. Et en termes d'éducation même, nous sommes en retard par rapport à ces autres pays. C'est lié un peu à cela. Et ça a empêché aussi l'ancienne métropole de venir investir chez nous. Si le Nord Mali ne doit pas être là aujourd'hui, ce qui se passe au Niger aurait dû exister aussi au Mali. Nous sommes des pays frontaliers.
Et l'Iranium, c'est dans la zone où on parle de Poutavo Gourma, comment je ne sais pas le bon mot, les 3 frontières, les zones de 3 frontières là. C'est là-bas que se trouvent ces minerais iranium dont les Français extraient au Niger. Nous l'avons aussi au Mali, mais l'investissement n'est pas suivi parce que le Mali était dans le bloc soviétique. Merci à vous, Monsieur Moustapha Sibi. Voilà, mesdames et messieurs, l'enfant de Marina, vraiment, que je vous invite à lire, un récit très pertinent, très informatif, très instructif, vraiment à lire. Alors, ça me fait plaisir. Monsieur... Je suis très content d'entendre ces mots-là. Vous n'avez aucune idée. Ça me va au cœur. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Vous avez insisté. Et vous disiez aussi que le livre complexe, c'est vrai, c'est un peu... J'ai répondu en ce sens à Dakar, l'émission dont j'ai parlé tantôt. Il y avait 2 critiques chroniqueurs là. La jeune femme était plus gentille que le monsieur. Elle m'avait dit que je suis dit, on ne sait pas comment le livre là, c'est un roman ou c'est un essai ou c'est notre bio. J'ai dit, c'est tout cela à la fois. Mais j'ai répondu en boutade pour dire que je ne sais rien. Moi-même, je ne sais pas ce que c'est pas. J'ai écrit, j'ai publié, ça s'arrête là. Vous avez raison. J'ai essayé de parler de tout, parce qu'un livre, ce n'est pas seulement 60 pages, 80 pages, il faut au moins 100 ou 190 pages. Exact. Donc, j'essaie de tout ce que je pouvais dire. Il y a un peu de moi, très peu. Soninké, nous sommes un peu pudiques, on n'aime pas parler de soi-même. J'aurais pu en dire davantage, mais je n'ai pas voulu. Mais j'ai parlé un peu de Smela Cissé, un peu de la politique malienne, un peu de la sous-région, la Côte d'Ivoire dont j'ai parlé aussi. Et le Niger aussi, j'en ai parlé, y compris le Sénégal. Que je suis encore très près de ce qui se passe là-bas en politique. Exact. Voilà, il y a un peu de tout là-dedans. Un peu l'essai, roman, autobiographique, un peu de tout. En tout cas, je vous remercie infiniment. Vraiment, c'est nous qui vous remercions. Je vous envoie non seulement une copie, et je suis disposé. Oui, ben super, ce sera avec plaisir. Alors, vous dites rapidement aux auditeurs où est-ce qu'ils peuvent se procurer votre livre? Dans quel livre? Le livre, c'est publié par l'Harmattan France, mais de nos jours aujourd'hui, sur Internet, vous avez la FNAC. Quand vous tapez le livre L'enfant de Mara seulement, vous avez beaucoup de liens qui vous orientent vers où s'en procurer. Au Sénégal, il y en a, au Mali, il y en a, je pense aussi même au Burkina, en Côte d'Ivoire. Mais de nos jours, c'est l'Internet. Le lien le plus indiqué, c'est l'Internet. Vous tapez le nom seulement, on vous dira à partir de où vous êtes situé, où vous trouvez le livre, où vous commandez. Oui, exact. Vous le trouvez, hein, même sur Amazon. Vous tapez, on le trouve sur Amazon. Voilà, Amazon, absolument. Amazon aussi, absolument. Écoutez, vraiment, un grand merci à vous. Vraiment merci, Monsieur Sibi, pour tous ces éclaircissements. C'était un plaisir. Merci, madame. On se dit à très bientôt. Allez, merci à vous. Merci, à très bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Merci à vous. Voilà, nous venons donc d'écouter avec grande attention les explications de Monsieur Moustapha Sibi par rapport à son livre L'enfant du Marina. Donc Marina, on l'a vu, il nous l'a bien expliqué, Marina c'est donc son village qu'il dit le village le plus français de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce que les immigrés, les personnes qui venant de ce village se retrouvent immigrés en France et tout le fruit de leur travail est envoyé, enfin tout le fruit, une grande partie est envoyée à Marina pour construire ce village et qu'aujourd'hui, grâce aux immigrés qui travaillent un peu partout, surtout en France, tous ces immigrés envoient des revenus, envoient le fruit de leur travail au village Marina pour le construire. Ils ont construit un château d'eau, donc on trouve l'eau courante à Marina, une école, un dispensaire. Ils disaient qu'ils ont maintenant même une mairie. Bref, ce village est devenu une ville grâce à ces enfants immigrés. Donc, il en fait partie, d'où le titre du livre, L'enfant du Marina. Il est fier d'être de Marina. Voilà. Alors, en plus de cela, il nous parle donc de la déclaration de la situation au Mali qui date des années 2012. Au départ, ça partait de simples revendications de la minorité touareg qui vit au nord du Mali. Et puis là, se sont infiltrés les djihadistes venant de Libye. Voilà, donc ça a pris une ampleur. Le Mali, le nord du Mali s'est retrouvé envahi de djihadistes.
Et là aussi, il parle des Foudala et des narco-djihadistes, tout ça. Il faut vraiment lire le livre, il faut comprendre un petit peu pourquoi le Mali est actuellement dans la situation dans laquelle il se trouve. Voilà. Donc ça donne une idée un peu plus claire de savoir ce qui se passe au Mali. Voilà, mesdames et messieurs. N'oubliez pas, vous aimez Parlons de livres, n'oubliez pas de vous abonner. Appuyez sur la touche, abonnez-vous, mettez le pouce, commentez et partagez. Je vous remercie. On se dit à très bientôt.